propose de dessiner une réflexion ensemble sur droits humains et robots, et de manière plus générale sur faut-il un cadre juridique pour les robots? Existe-t-il ce cadre? Est-on en avance ou en retard par rapport à la technologie? La situation se présente de la manière suivante. On va définir ensemble ce qu'on va appeler robot, au moment où on fête le centenaire du terme robot. Puis ensuite, j'essaierai de regarder si les droits classiques, droits humains et droits spécifiques, s'appliquent bien aux robots, ou s'il y a des différences, des difficultés, voire des ruptures. Vous comprendrez bien, si pour ceux qui ont déjà pu voir quelques réflexions sur le domaine, qu'il y a un très grand débat. Faut-il un droit spécifique pour les robots ou peut-on adapter les droits existants? Mais j'ai peur que c'était les mêmes qui disaient qu'il n'y avait pas besoin d'un droit de l'informatique. C'était peut-être aussi les mêmes, il y a 20 ans, qui disaient qu'il ne fallait pas une réglementation sur le droit de l'Internet. Il me semble, et c'est avec cette conclusion que j'essaierai de terminer, il me semble qu'il faudra aller au-delà des droits humains tout en appliquant les droits humains aux robots. De quoi parle-t-on lorsqu'on regarde l'état de l'art? Une définition, une réalité, et cet état de l'art composé à la fois en virtuel et en réel. La définition, bien voilà quelques exemples de robots parmi les plus avancés dans tous les domaines, industriels, services. Moi-même, j'ai la chance d'avoir un paper, et lorsque vous arrivez au cabinet, il vous reconnaît, il prévient l'avocat qu'il a un rendez-vous et que ses clients sont arrivés. Une autre façon de l'illustrer, on est là au niveau le plus élevé sur le plan de l'utilisation des robots dans le domaine civil, il est à l'écran. On va en voir d'autres. On se rapproche. Et là, la première question juridique est la suivante. Faut-il continuer à faire des robots qui ressemblent aux humains? Toute une partie des chercheurs pense qu'il ne faut pas, notamment chef de file Tisseron, disant qu'il ne faut absolument pas faire que les robots ressemblent aux humains. Il y a déjà une réglementation en ce domaine-là aux États-Unis, une réglementation très singulière. Deux types de robots, les robots logiciels, agents conversationnels, et puis les robots physiques, tels qu'on l'a là. Mais aux États-Unis, déjà, il existe une règle, que lorsque un fournisseur indique que c'est un robot logiciel qui est en face de l'utilisateur, alors il y a un schéma d'irresponsabilité. Par contre, lorsque le fournisseur décide d'utiliser l'agent conversationnel en lieu et en place d'un humain, sa responsabilité est engagée. Une autre façon de décrire à la fois logiquement et physiquement la problématique. À ce niveau-là, les droits humains, peut-on mettre un nom et un prénom? Vous avez vu, elles sont toutes avec des prénoms féminins. Moi, la mienne s'appelle Manon. J'en ai une là. Peut-être qu'on aura le temps de faire une démonstration. Mais sinon, elle s'appelle Cortona, Julia, Sophia. On va la voir, la nationalité saoudienne. Au fond, l'état de l'art technique se présente de la manière suivante. Pourquoi aujourd'hui on a l'intelligence artificielle d'hier qui réapparaît? En termes de technologie, on a très peu avancé. Mais c'est l'intégration de toutes les technologies autour de ce que l'on va définir comme l'IA qui constitue l'avènement d'une nouvelle civilisation. Il y a eu avant et après l'informatique, il y a eu avant et après l'Internet, il y a, me semble-t-il, maintenant, avant et après l'intelligence artificielle que j'ai appelée l'ultra-humanité. Ce sont les capteurs. C'est les capteurs qui en font aujourd'hui des robots à l'image des humains et qui donc posent la question de savoir faut-il ou non appliquer les droits humains ou des droits complémentaires ou des droits mixtes. Vous avez compris que j'avais pris la position des droits mixtes. Ces capteurs, liés à des algorithmes,
vont pouvoir mettre en place un phénomène d'apprentissage. Deux robots identiques technologiquement vont avoir des expériences différentes et auront une certaine personnalité, une ipséité. Ainsi, si on prend des voitures autonomes, une voiture autonome qui a appris à rouler à Paris, à Londres ou à Mexico n'aura absolument pas le même comportement. Donc, je vous propose de regarder cet état de l'art technique. Un robot physique est une coque avec des éléments mécatroniques qui a été contaminé par un robot logiciel qui lui sert de cerveau primitif. Alors qu'est-ce qu'un robot logiciel ? Un robot logiciel, ce n'est pas autre chose qu'un ensemble d'algorithmes qui permettent de piloter le robot. Ces algorithmes, alors, quels sont-ils ? C'est assez simple. Un algorithme est une suite d'opérations finies qui permet d'avoir un résultat sans avoir nécessité de le démontrer. C'est l'ensemble de ces éléments qui constituent la clé du robot logique et physique à partir d'un apprentissage grâce aux capteurs d'acquisition des données, les fameuses data. Et c'est des millions et des millions et des millions et des millions de données qui vont permettre de doter au robot d'une expérience par apprentissage, d'une compétence par mise en œuvre algorithmique. Et là, je voudrais prendre quelques exemples. L'exemple le plus important de cet état de l'art technique, qui va nous permettre de distinguer entre l'intelligence artificielle faible, l'intelligence artificielle moyenne et l'intelligence artificielle forte. Nous sommes dans le domaine de l'intelligence artificielle faible et nous allons doucement, dans les 10 ans qui viennent, moi je ne fais pas de prospective, je vais être un avocat qui conseille ses clients dans le domaine notamment de la robotique, et donc je resterai dans les cadres juridiques existants ou que l'on peut anticiper ou créer par le droit des contrats dans les 10 ans qui viennent. Le premier sur lequel je voudrais vous faire souligner la situation, c'est DeepMind, AlphaGo. Regardez bien, la situation se présente de la manière suivante. AlphaGo, c'est un ensemble d'algorithmes qui permet de jouer au jeu de Go. Le jeu de Go est un jeu très compliqué, c'est un jeu de stratégie. Le nombre de combinaisons 10 à puissance 70, c'est bien plus grand que le nombre de combinaisons en matière de jeu d'échecs, 10 à la puissance 120, et le tout, c'est plus grand que l'ensemble des éléments qui consomment l'ensemble des galaxies. À partir de là, le champion d'Europe a été battu. Le système algorithmique, dans le cas d'un nouveau courant qu'on appelle les agents conversationnels antagonisme, décide du meilleur apprentissage, joue contre lui, et 3 mois après, il bat le champion du monde du jeu de Go. Mais la version 2 va battre la version 1 à partir d'un autre mécanisme technologique. AlphaGo 1 a appris la totalité, c'est important pour moi les droits humains, a appris la totalité de toute l'expérience humaine connue et publiée en matière de jeu de Go. C'est-à-dire que cet algorithme a eu la totalité de la création de l'humanité sur les jeux de Go. Et c'est en ce sens qu'il a pu écraser le champion du monde humain. Le second, AlphaGo 2, lui, n'a absolument aucune connaissance de l'humanité dans sa production de résultats de jeu. Il ne connaît que le jeu et les règles du jeu. Et il a joué contre lui des millions et des millions de fois, accumulant des millions de data. Et à partir de là, AlphaGo 2 a écrasé bien évidemment les humains, mais aussi AlphaGo 1 100 à 0. Voilà la situation. Watson, champion du monde dans certains domaines, notamment en matière de cancer, qui lui permet de faire une erreur sur 10, là où ses collègues humains se trompent une fois sur 2. Et puis Libratus, champion du monde en matière de poker, c'est-à-dire capacité de tromper l'autre. Alors, est-ce que les droits classiques, et notamment les droits humains,
J'ai mis le droit de filiation, le droit de responsabilité, le droit à la dignité s'applique aux robots. La réponse est clairement oui, bien évidemment. Si je prends une voiture, il va falloir lui apprendre nécessairement le code de la route, donc le droit des humains imposé aux droits de l'homme au sens de droit humain, mais il faudra aussi lui apprendre l'ensemble des règles. Et je pense qu'une des premières règles mondialement à définir au niveau, non pas du dépassement du droit humain, mais de l'application de l'IA des droits humains, c'est de dire qu'aucun robot ne doit être conçu de manière contraire aux fondamentaux des droits humains. Voilà une première règle qui n'existe pas. Un certain nombre de chartes posent effectivement ce principe. Il y en a 24, je les ai tous comparés. Et il y a à peu près consensus pour venir dire que les droits humains devraient être une des règles du jeu pris au sens large de la robotisation. Le deuxième élément que j'aurais à vous dire, c'est la responsabilité, car les humains, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont libres et ils sont responsables. Est-ce que le schéma de responsabilité tel qu'il existe aujourd'hui, on peut l'appliquer dans le domaine de la robotique ? Voilà ce que voit le robot, et à côté, voilà ce que voit l'humain. La question qui se pose, c'est qui est responsable ? En un mot, une toute petite histoire qui a été reprise, mais je vous la redonne quand je l'ai mis la première fois. La première fois, c'était dans une salle d'audience où il y avait un officier de police judiciaire qui présentait la voiture A. Il le montrait tout en haut, la voiture A qui descendait à très grande vitesse, mais dans quand même la vitesse limitée sur une voie séparée en deux par une ligne blanche. Et derrière, à une vitesse encore plus grande, arrive une voiture B, il la montre, la voiture B souhaite doubler alors que ce n'est pas possible, eh bien elle le fait quand même, ça c'est les humains, alors que remonte une voiture C, autonome, à vitesse normale. Les voitures B et C sont face à face, l'accident est a priori irrémédiable et pourtant la voiture C va se déporter et fracasser la voiture A, à l'intérieur de la voiture A, une personne, le conducteur. L'enquête, nous dit l'officier de police judiciaire, a montré que la caméra qui est en face, à l'avant de la voiture C, a vu 4 personnes dans la voiture B, une personne dans la voiture A, alors décidant 4 contre 1. Minimisation, effectivement, c'est une des règles comme ça que marchent les robots, minimisation des risques, et a décidé de confondre jeu d'échecs, code de la route et décision automatisée. Suppression de A. Qui est responsable, dit le président ? La mère qui a envoyé la voiture chercher les enfants ? Le père qui est propriétaire de la voiture mais qui n'était pas présent ? Le vendeur de cette voiture ? Le concepteur du logiciel ? Le rédacteur de l'algorithme ? Ou celui qui a pris la décision que 4 personnes devaient l'être passées par rapport à une ? Je vous renvoie, si vous le souhaitez, à Moral Machine du MIT où ils ont fait des tests avec l'ensemble des civilisations sur Terre et vous verrez que les résultats sont très différents. Mais la question juridique qui se pose, c'est est-ce que les droits humains aujourd'hui encadrent cette prise de décision ? Est-ce que les droits humains peuvent être applicables facilement à une définition algorithmique ? Vous voyez bien que non, il va falloir construire quelque chose. C'est déjà le cas en France. C'est déjà le cas avec une reconnaissance de la personne robot en creux. Il est indiqué, lorsque la voiture est en niveau 5, c'est-à-dire en totale autonomie, que le conducteur est irresponsable pénalement. Alors, on n'a pas la responsabilité encore de la voiture, mais on a déjà l'irresponsabilité de l'humain, ce qui est normal puisqu'il ne conduit pas et il ne peut pas être responsable de quelque chose dont il n'a pas la maîtrise. Dernier élément sur les droits fondamentaux, je voudrais parler de la dignité avec la vie privée, bien sûr, la surveillance, l'intimité, la transparence, l'oubli. Ce qui est important, c'est de voir qu'en Allemagne, la poupée Barbie, qui s'appelait Hello Barbie, a été sous-titrée Barbie Stasi. Pourquoi ? Parce que quand on utilise OK Google ou tous les autres systèmes, l'ensemble de l'enregistrement partait de la chambre de la petite fille, était traité dans le cloud et ensuite les signaux étaient organisés de telle manière à reconnaître, bien évidemment, sa conversation. Mais en attendant, c'est tous les éléments qui sont effectivement en cause et pas uniquement la conversation. Dernière réflexion,
Quand vous voyez ça, vous vous demandez peut-être comment va-t-on vivre avec eux. Le monde de demain, c'est un monde où la question est comment les humains vont apprendre à vivre, ou plutôt à survivre avec les robots. Les robots ne sont pas des humains, ne sont pas des objets plus, ne sont pas des animaux, pas encore dotés de conscience. Je ne dis pas encore, certains pensent que ça sera un jour possible, mais c'est au-delà des 10 ans, zone effectivement de ma réflexion avec vous. Et ce sont bien évident pas des enfants. Est-ce que l'on peut accepter ce type de comportement? Y a-t-il un élément qui nous fait une différence? Et je voudrais vous donner le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, il y a 20 ans, il y a un TED extrêmement important de Kasparov où il explique comment il a perdu. Et dans ce cadre, 10 à la puissance 120, aujourd'hui, on n'a plus aucune chance avec une machine. Les humains perdent systématiquement avec des algorithmes de jeu d'échecs. Mais ce qui est intéressant, c'est que 2 jeunes spécialistes et une machine de jeu d'échecs que l'on peut trouver dans les grands magasins écrasent à la fois les humains, mais aussi la machine qui battait les humains. Le monde de demain est un monde à vivre avec les robots. Voyons comment. Bien, c'est assez simple pour moi. Je n'ai pas pensé que j'avais révolutionné quoi que ce soit, même si aujourd'hui, il y a énormément de difficultés sur cette notion de personne-robot. Je vous propose de vous la présenter comme elle m'est venue en tête. Is a very, very special guest. She is a citizen of Saudi Arabia and the United Nations Development Program first ever innovation champion. She has the ability to see. She has the ability to follow faces. She has the ability to sustain eye contact. And she has the ability to recognize individuals. She can also process speech and have conversations using natural language subsystem. And she can also walk. Good afternoon, Sophia. Good morning. Thank you for inviting me. Do you know where you are? Of course, I am. En fait, au moment où je suis en train de travailler sur ces domaines, très naturellement, je constate que les personnes physiques ont des droits et qu'il y a des droits humains, de portée différente, mais qu'il y a des droits de l'homme jusqu'aux droits les plus petits, si on peut les hiérarchiser. Les humains, les personnes physiques, ont une liberté et une indépendance de décision. Et c'est par rapport à cette liberté et indépendance de décision qu'on a créé des droits et obligations que l'on a mis dans une personnalité juridique. Encore que personnalité juridique, il y a certains humains qui l'ont eu bien tardivement. Et lorsque le bateau était en danger, on avait le droit pour ce type d'humains de les jeter à la mer, parce que c'était une cargaison par destination. On a créé des droits, des obligations. Et au moment où on a voulu concentrer le capital, on a créé des personnes morales. Des personnes morales avec une personnalité. Bien évidemment, il y a eu une adaptation entre les droits des personnes physiques et les droits des personnes morales. La réclusion criminelle à perpétuité a été transformée dans les cas des personnes morales par la fermeture de la société, véritable peine de mort économique. Alors osons. Personne physique, personnalité juridique générale, personne morale, personnalité juridique particulière, personne robot, personnalité juridique singulière, avec des droits et des obligations. C'est cela, et un commissariat à l'intelligence artificielle, parce qu'on ne peut pas mettre ces personnes, robots, dans n'importe quelle situation avec les humains. Il va falloir leur apprendre à vivre et à survivre. Alors comment? Eh bien, comment? En inventant un droit prospectif qui est la cobotique, dans des chartes qui sont les préconfigurateurs de ce que j'ai appelé l'ultra-humanité. La cobotique, c'est le monde de demain. Un avocat augmenté, un médecin augmenté, de manière générale, toute personne qui a la possibilité d'utiliser des robots, des intelligences artificielles, sera dans une situation meilleure
que celui qui n'utilise pas. Et que le danger, au-delà de la fracture digitale, c'est la fracture intelligente. J'ai comparé l'ensemble des chartes du monde qui existent. Et si on regarde, celle qui est la plus importante, c'est la protection à la vie privée. Tout le monde a compris que dans la vie avec le robot, c'est sûr qu'ils seront partout et que la protection de la vie privée de la personne est l'enjeu le plus important. Et ceci, quelles que soient les nationalités, quelles que soient les cultures, quelles que soient les langues, quels que soient les pays. On retrouve la transparence, la protection des données personnelles, les biens communs de l'humanité, bien évidemment l'intégrité de l'homme, la traçabilité et la dignité humaine. Il y a 24 chartes dans le monde qui ont décidé de réfléchir. Il est temps maintenant de dire que le danger est là si on n'applique pas les droits humains en appliquant les autres droits. Il y a un droit majeur des droits humains qui n'existe pas et qu'il faudra créer, c'est le droit de décision entre les deux espèces, n'ayons pas peur des mots. Qui, du robot ou de l'humain, doit prendre la décision dans une situation de catastrophe? Faut-il nécessairement un bouton rouge sur tous les robots? Et lorsque on est dans une situation de drame, les humains, seuls ou en groupe, doivent-ils pouvoir décider en lieu et place du robot? L'humanité doit être en décision majeure pour un cas d'espèce. La réponse est difficile parce que le monde est en train de peu à peu être prisonnier entre l'eugénisme technologique, l'avocat augmenté, le médecin augmenté, l'ouvrier augmenté, et l'esclavage technologique, où les robots se rapprochent de plus en plus, notamment par leur capacité à interagir, vers une solution. Les droits humains sont au cœur de la réflexion. Il faudra les augmenter pour pouvoir vivre et survivre avec les robots. Bienvenue à l'intelligence artificielle. Merci.